Plusieurs raisons nous ont amenés à travailler pour la création de CONAFOD avec d'autres collègues. Il faut d'abord partir des origines. En effet, tout repart du sommet d'Istanbul, où tous les acteurs humanitaires et les grands décideurs du monde sont réunis pour décider de changer des approches, de quitter une action humanitaire qui était réactive vers une action humanitaire proactive, et surtout de réduire les intermédiaires qui faisaient que pratiquement au-delà de 90% des financements étaient consommés par les intermédiaires et seulement moins de 10% arrivaient aux bénéficiaires. Et parmi les résolutions, il y a eu ce qu'ils ont appelé les engagements pris dans le cadre des grandes bargaines, donc les grands compromis. Et dans ces résolutions-là, l'idéal c'était que l'action humanitaire soit le plus locale que possible et le plus internationale que nécessaire. C'est-à-dire les acteurs locaux devaient être en première ligne. Et c'est seulement quand ils ne sont pas capables que les acteurs internationaux. Et parmi les recommandations aussi, il y avait le fait que les ONG nationales étaient nombreuses et parlaient d'une manière désordonnée qu'il était difficile de pouvoir avoir un point de vue concerté. Avant les grandes bargaines, donc avant les sommets d'Istanbul, les ONG nationales de la RDC commençaient à se regrouper. Et dans ce dynamisme-là, nous avons commencé à réclamer la voix à la parole, les droits à la parole, de participer à des réunions de coordination. Deuxièmement, on a eu une grande chance et beaucoup de concours de circonstances. On nomme Madame Susanna comme coordinatrice humanitaire adjointe à l'est de la RDC. Et pendant ce temps, elle organise avec USAID et IFRC la première réunion des grandes bargaines en RDC et c'est à Goma. Et c'est ainsi que nous avons commencé à discuter avec les collègues. J'avais pris le lead de rencontrer les collègues de FONAI, donc les responsables de FONAI, des FONAD, des RONA, et discuter, voir qu'est-ce qu'on peut faire pour mettre en place une coordination inéquitable. Et c'est pendant ces discussions-là que Diaconie va inviter, chaque fois qu'il avait un atelier, il va inviter les autres représentants des autres plateformes. Et dans chaque occasion, on profitait de cet espace-là pour discuter, peaufiner nos stratégies. Et finalement, on s'est mis d'accord sur le format et on a créé CONAFOD. Et donc, CONAFOD a été créé pour répondre à cette critique-là de manque de coordination, qui était une critique réelle et qui était un frein réel pour les ONG nationales. Et donc, nous l'avons créé avec les collègues pour pouvoir devenir l'interlocuteur principal pour représenter les ONG nationales vis-à-vis de la coordination humanitaire, vis-à-vis des bailleurs de fonds, vis-à-vis du gouvernement et vis-à-vis du forum des ONG internationales. Donc nous sommes la voix des ONG nationales pour parler et amener leur point de vue, leurs suggestions vers les décideurs et prendre l'information des décideurs vers les organisations nationales. On est déterminé à démontrer que les acteurs locaux ont des capacités. On est arrivé à faire la cartographie des ONG nationales actives dans les zones humanitaires prioritaires. Ça c'est déjà fait. Et maintenant nous sommes en train d'étendre cette cartographie-là vers les autres zones Nexus, les zones de développement. Aujourd'hui, on est arrivé à être accepté comme interlocuteur et même comme partenaire officiel de la localisation de l'aide humanitaire en RDC. Cette qualité nous permet d'avoir des représentants à tous les niveaux. Ce qui fait qu'avec toutes ces représentations au niveau de chaque coordination humanitaire, nous avons la possibilité d'amener la voix des ONG nationales pour qu'ils participent à la prise de décision et ils participent à l'orientation de la réponse humanitaire. On a négocié l'accès direct au financement pour les ONG nationales qui n'existait pas. Et notre travail est plus basé sur la localisation, parce que c'est notre cheval de bataille. La première des choses qu'on a fait, c'était réussir à organiser les premiers symposiums nationaux sur la localisation, qui pour nous a été un événement majeur qui a changé le système humanitaire, ou qui l'a mis sur la voie de changement.
Parce que ce symposium, pour la première fois, tous les acteurs sont arrivés à se mettre d'accord pour avoir une définition unique, opérationnelle de la localisation et qui est d'application en RDC. Donc aujourd'hui en RDC, quand on parle de la localisation, on sait à quoi s'attendre, c'est quoi, quel est le contenu. Et on ne s'était pas arrêté à faire la définition. Mais on a défini les piliers pour appuyer la matérialisation de la localisation. Et quand on a défini les piliers, on a décrit le contenu de chaque pilier. De telle sorte que quand vous décidez de faire de la localisation, vous savez c'est quoi et vous savez qu'est-ce qu'il faut faire pour le matérialiser. Et après ces symposiums où on a mis, je dirais, on a mis les bases de la localisation en RDC, nous avons continué le dialogue. Et de ces dialogues-là, nous avons pu mettre en place le cadre global de la localisation contextualisée pour la RDC, qui a deux grandes parties. La première partie, d'abord, ce sont les acquis du premier symposium, qui constituent la base de la localisation. Et la deuxième partie, c'est les structures pour matérialiser la localisation et atteindre ces piliers-là qui vont faire en sorte que la localisation soit effective. Et sur tout ça, nous avons mis, nous sommes en train de travailler, mais nous allons finaliser les baromètres, parce qu'on ne peut plus rester à parler de manière théorique. On doit être à mesure de mesurer les progrès réalisés et de mesurer les niveaux atteints dans la localisation. C'est très important. Parce que si on ne sait pas mesurer, on ne sait pas avoir des plans de plaidoyer sur ce qu'il faut améliorer, et on ne sait pas voir les innovations qu'on a apportées et qu'on peut mettre à l'échelle. Aujourd'hui, nous avons ce cadre global que nous allons présenter lors du deuxième symposium que nous avons été préparé. Et ce deuxième symposium, ça sera un deuxième départ pour entrer effectivement dans une ère de localisation sur base d'un cadre global où tout le monde a adhéré. Et ça arrive dans un moment assez bien choisi, où CONAFOOT a déjà une grande crédibilité et une acceptance du côté des partenaires humanitaires de la RDC. Et donc nous espérons être en train de mettre des bases solides pour un système humanitaire géré localement, dirigé localement, qui soit compétitif et très influent, et qui pourra survivre même après le départ des systèmes internationaux qui viennent nous appuyer. Nous sommes en train de travailler sur ce que nous appelons le fonds humanitaire pour les acteurs locaux, c'est-à-dire un fonds généré au niveau du pays qui peut évidemment avoir les apports des bailleurs internationaux, mais un fonds géré de manière classique par les acteurs locaux, avec une structure de gestion, avec une transparence, traçabilité, des évaluations, des audits, et où on postule naturellement, comme tout autre système. Les ONG postulent quand il y a des crises, avec des projets qui sont analysés et tout un système de décision. Et CONAFOOT préconise plus la réponse menée par les communautés en cas de crise, et avant les crises, l'action humanitaire anticipée. Parce que mieux vaut prévenir que guérir.